Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Jennifer fait partie de ces personnes pour lesquelles on se demande « mais comment font-elles ? Ont-elles un super pouvoir ?» Le super pouvoir, vous allez vite le comprendre, d'accomplir une multitude de choses en un temps record, mais en plus avec brio. À la tête de diverses sociétés, Jennifer est une redoutable entrepreneuse, évoluant dans des domaines divers et variés. Une fois son bac S en poche, elle étudie dans une école de commerce parisienne, puis part en Irlande avec comme objectif de devenir bilingue. Elle revient ensuite en France pour intégrer le monde du luxe et plus particulièrement de l'hôtellerie, au sein duquel elle découvrira le milieu de la communication. Après de belles expériences professionnelles, Jennifer fait un virage à 180 degrés et monte sa boîte. Elle crée sa propre agence de talent, métier qu'elle connaissait déjà, puisque l'un de ses rôles était justement de mettre en lumière les personnalités emblématiques des hôtels de luxe comme le chef concierge ou encore le chef de cuisine. Mais Jennifer prend aussi cette décision pour une toute autre raison. Elle fait une rencontre qui chamboulera son existence, celle de Caroline Receveur. Un coup de cœur qui se transformera en binôme amical, mais aussi professionnel. Ensemble, durant 7 années, elles développeront énormément de choses, elles feront le tour du monde et elles rencontreront énormément de gens. Les années passent et le nombre de sociétés de Jennifer augmente. Quelques années en arrière, Jennifer n'aurait jamais imaginé se retrouver à la Mostra de Venise ou encore à monter les marches du Festival de Cannes. Alors comment a-t-elle fait pour en arriver là où elle est aujourd'hui ? Comment a-t-elle fait pour arriver à vivre la vie de ses rêves et pour développer non pas une mais 5 sociétés ? Et surtout, comment fait-elle au quotidien pour gérer sa vie de femme, de businesswoman mais aussi de jeune maman ? La vie de Jennifer n'a pas toujours été rose, et je l'en remercie de s'être dévoilée à travers cet épisode sans filtre. Une vie à 100 à l'heure, Jennifer vit comme si demain allait s'arrêter, et chaque jour doit compter. Bonjour Jennifer. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va bien. Ce début d'année, il y a un peu de soleil à Paris, donc ça donne du baume au cœur en ce début de journée. Enfin début, il est déjà 14h30. C'est toujours les débuts. C'est ça, on est toujours dans un début de journée tant qu'on n'a pas passé 18h. Exactement. Bon Jennifer, tu le sais, je suis très honorée de te recevoir à mon micro, je suis hyper heureuse et je suis persuadée que cette interview va être passionnante. Est-ce que tu peux te présenter Jennifer, s'il te plaît, en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas ? Alors, moi je suis Jennifer Paciello, j'ai 32 ans. Je suis à la tête de bien 4 sociétés aujourd'hui et j'évolue dans des milieux divers et variés. Parce que de mes 4 sociétés, on va de l'immobilier à de la production, à du talent et à des marques de prêt-à-porter ou de cosmétiques. Donc, je pourrais me qualifier comme quelqu'un, je pense, d'insatisfaite. Alors, c'est pas comme ça que je le verrais, mais je note. Est-ce que tu peux... Donc, on va y revenir, hein, bien évidemment, à tes multifacettes, tes multi-jobs actuels. Mais est-ce qu'on peut, du coup, revenir quelques années en arrière, parce que tu as un parcours qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Alors, oui, moi j'ai quitté, si tu veux revenir vraiment en arrière en parlant de mes études, parce que je pense que c'est de ça que tu veux qu'on parle, parce que tout le monde me pose la question, en tout cas sur mes réseaux, quelles études j'ai faites pour en arriver. Eh bien, vas-y, dévoile le mystère. Voilà, le mystère, il est pas très, pas très mystérieux finalement. J'ai fait un bac S, donc j'étais plutôt destinée pour faire de la biochimie, donc rien à voir. Et j'adorais tout ce qui était autour de l'ADN, qui est très à la mode en ce moment avec le Covid, et l'ARN messager. Donc, c'était vraiment ma passion. Donc, j'ai fait un bac S. Et finalement, après mon bac S et après avoir rencontré plusieurs écoles qui venaient à l'époque dans nos lycées, je me suis dit que finalement, je me voyais plus faire une école de commerce. Donc, vraiment rien à voir.
que j'ai faite à Paris. J'ai fait 1 an dans une école bilingue à Paris. Et ensuite, j'ai voulu pousser encore plus loin les portes des écoles, on va dire, bilingues. Et j'ai décidé de quitter la France et de partir à Dublin, en Irlande, pour être en full... mince, j'ai perdu mes Ah, mots. tu veux dire en immersion En immersion, dans exactement, le dans mot que la je cherchais. langue? Exactement. J'étais en full immersion avec donc des Irlandais et j'ai donc fait tout le reste de mes études en Irlande où j'ai fait donc mon master en marketing que j'ai obtenu là-bas. Et il faut savoir que quand je suis partie, j'étais très 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 nulle en anglais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu quitter la France et vraiment être dans une école du coup plus bilingue, mais une école qui s'appelait la Dublin Business School, donc qui est full une école de commerce pour les Irlandais, mais qui était ouvert aussi aux étrangers. Et ensuite, je suis revenue en France avec un meilleur niveau d'anglais et un parcours du coup très très orienté marketing. Je suis rentrée dans l'hôtellerie. Mon premier poste stage était dans l'hôtellerie à l'hôtel de Crillon, où j'y ai découvert cette fois-ci le milieu de la communication. Et j'ai décidé de reprendre une année pour me spécialiser dans la communication et dans le management, donc cette fois-ci dans une école pure française qui s'appelle l'EFAP, donc l'école française des attachés de presse. Et j'y ai fait du coup ma spécialisation en communication et management. J'ai eu ensuite l'opportunité pendant cette année d'études de faire un contrat d'alternance chez Siemens France aux côtés du PDG et donc des relations publiques. Donc là, j'y ai vécu des moments incroyables puisque j'y ai fait des événements où on privatisait l'Opéra Garnier, on privatisait le Grand Palais et on invitait vraiment tous les grands patrons, si je puis dire, les CAC 40. C'était vraiment un milieu très industriel, très masculin, mais j'y ai appris beaucoup dans les codes de savoir-vivre et savoir-être à certains niveaux on va dire, de la société. Et donc ensuite, l'hôtellerie m'a beaucoup manqué. Et je suis retournée dans l'hôtellerie où j'ai travaillé pendant 5 ans dans un hôtel qui s'appelle le Burgundy Paris. J'y ai été directrice de la communication et des relations publiques. Et là, j'y ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'avais déjà fait énormément de choses et des choses incroyables à l'hôtel de Crillon. Je pense que c'est ce qui m'a donné d'ailleurs le goût à l'hôtellerie. Et quand je suis revenue au Burgundy aussi, j'ai vécu vraiment mes plus belles années, en tout cas en tant qu'employée. Et après, j'ai quitté le Burgundy et j'ai monté ma première société, qui était une société où j'ai représenté des talents. Eh ben, merci en tout cas pour ce petit retour en arrière, c'est hyper intéressant et effectivement, on voit que tu as diverses compétences, de beaux diplômes, de belles expériences. Et donc, c'est intéressant de voir aussi ce virage que tu as pris. Comme tu étais en train de nous l'expliquer, que tu es devenu agent de talent en montant ta société. Donc, c'est vrai que c'est un peu un métier qui fascine. Il y a même une série sur Ouais. ce sujet-là, parce que les gens, on ne connaît pas, enfin les gens ne connaissent pas ce métier, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, et puis surtout, on ne sait pas ce que ça fait de côtoyer, entre guillemets, des célébrités. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce virage que tu as fait et le pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'es lancée? Alors, il faut savoir que quand je travaillais dans l'hôtellerie de luxe, j'étais déjà en fait agent. Sauf qu'on ne nommait pas ça comme ça, puisque quand vous êtes DIRCOM d'un hôtel, vous gérez aussi la carrière des talents de cet hôtel. Donc quand vous avez des restaurants étoilés, par exemple des spas de renommée donc, qui sont tenus par des personnes ou des chefs concierges ou il y a tout un tas de personnalités dans un hôtel et en tant que directrice de la communication, c'est utiliser donc ces talents, ces personnes qui font aussi la réputation et la renommée de l'hôtel pour développer du coup la communication de l'hôtel, mais aussi son rayonnement à l'international. Et du coup, j'ai été donc agent de chef, surtout qu'on remet ça en arrière, c'était quand commençaient les Top Chef, Master Chef. Donc les chefs, c'était des grosses, grosses stars. Tout le monde les appelait pour faire des collaborations. C'était aussi le début d'Instagram. Donc il y avait énormément de boulot à faire sur les réseaux sociaux qui n'était pas. J'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça, mais c'était quand même il y a déjà 10 ans. Et du coup, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et c'était tout nouveau, il fallait aussi éduquer nos dirigeants à ces nouveaux médias et ces nouvelles méthodes de communication. Et quand j'ai quitté du coup l'hôtellerie,
disons que je connaissais déjà le métier d'agent, d'accompagner quelqu'un sur un tournage, de le conseiller dans ses choix éditoriaux, dans ses choix de style quand ils sont en tournage ou en shooting. Donc j'avais déjà toute cette casquette-là. J'avais en plus à l'hôtel de Crillon travaillé avec des très très grands photographes comme De Marchelier, pour ceux qui connaissent. J'ai fait, euh, j'ai fait des press junkets pour les sorties de James Bond avec Sony Pictures. J'ai fait des choses assez diverses et variées et assez folles quand des fois j'y repense. Et, euh, et en fait, quand j'ai monté ma première société, du coup, c'est suite à une rencontre donc, que j'ai faite à l'hôtel, donc, qui est Caroline Receveur, qui à l'époque, pareil, on est deux petites nénettes, on a un coup de cœur amical et surtout la même vision de ce que l'on veut faire dans l'avenir et surtout on était un binôme et on l'est encore mais maintenant on a vieilli, on a aussi nos parcours chacune, mais on était un binôme jamais l'une sans l'autre. Et comme dans son livre, à un moment, Caroline dit chaque déjeuner se transforme en brainstorming et on refait le monde. C'était un peu ça à chaque déjeuner. Et en fait, on a tellement d'idées l'une comme l'autre que bah, pendant pratiquement 6-7 ans, on a développé énormément de choses ensemble. On a fait le tour du monde, on a fait des campagnes de fous, on a rencontré énormément de monde et moi, de par ma curiosité, et ben, de fil en aiguille, j'ai monté aussi d'autres sociétés. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses pour en revenir vraiment au métier d'agent qui fascine et ce rapport avec les talents, les célébrités. Moi, j'ai pas vraiment ce rapport-là qu'elle soit célèbre, la personne ou non, ça reste un être humain. Donc j'ai beaucoup de mal avec cette perception qu'ont les gens. Et moi, à mon niveau, je le vois bien que le regard de certaines personnes ont changé parce que j'ai des amis plus ou moins célèbres ou parce que. Sauf que, en fin de compte, quand on est dans ce milieu, je peux vous assurer que tout le monde est pareil. Tout le monde va faire pipi caca au même endroit et on terminera tous au même endroit, c'est-à-dire sous terre. Donc vraiment, on est tous pareils. La seule différence peut-être, et ça je l'admets, c'est que on vit des choses dans notre vie quand on travaille dans un milieu comme celui-ci assez incroyable et assez, pour ma part, jamais de ma vie, il y a encore 20 ans, j'aurais imaginé me retrouver à la Mostra de Venise ou au Festival de Cannes à Monter-les-Marches ou à Los Angeles faire un shooting pour la marque que l'on a fondée qui s'appelle Rec Paris. C'est voilà, c'est une vie assez incroyable. Maintenant, elle correspond vraiment à la vie que moi je voulais, c'est-à-dire que je vis comme si demain allait s'arrêter et je pense vraiment ces mots quand je le dis. Donc il fallait que chaque jour compte et que chaque jour soit incroyable. Et j'ai beaucoup de chance parce que mon travail m'a amené à avoir voilà, du coup, cette vie incroyable, en tout cas à mes yeux. Maintenant, en vieillissant, cette vie à 100 à l'heure commence à être lourde à porter, donc je ralentis aussi avec l'arrivée de mon fils. Et j'en suis pas pour autant plus malheureuse. Mais voilà, je sais que ça fait beaucoup rêver et en même temps, euh, que ce soit Caroline ou moi, par exemple, on est des personnes très très simples et nos vrais bonheurs dans la vie, c'est se retrouver avec nos amis, avec un plateau de sushi devant la télé. Et voilà, donc assez paradoxalement, des fois, les gens rêvent un peu notre métier, notre vie, alors que dans le concret, on fait aussi beaucoup de choses très chiantes. Hein. Faut pas non plus croire que c'est que du beau. Néanmoins, c'est vrai que ça ouvre des portes à des événements ou à des lieux auxquels, moi en tout cas, quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé être amenée à vivre ou à découvrir des choses aussi folles. Donc En tout voilà cas, un petit bravo. peu. Bravo à Beaucoup de toi parce travail, malgré que, tout, ouais, comment je me voilà, c'est ce raconte. que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Non, Mm. parce que souvent, effectivement, comme tu le dis, il y a des gens qui trouvent ce métier fascinant, extraordinaire, etc. Et qui se disent, oh là là, mais quelle chance c'est là de voyager dans le monde entier. Non, en fait, moi je déteste qu'on dise ça, ce n'est pas de la chance. C'est du travail, on fait en sorte d'arriver là où on a envie d'être. Et pour moi, c'est ce que tu as fait. Donc bravo, parce que tu as persévéré, tu as fait le travail nécessaire. Alors, Et tu t'es persévérer, construit. oui. Après, peu dormi aussi.
Non, vraiment, c'est beaucoup de travail et c'est vraiment la Eh oui. partie, je pense, que l'on voit le moins, surtout à mon niveau. Par exemple, un talent, il peut justement avoir un talent et donc parfois, il va devoir, travailler pour améliorer son talent ou pour perfectionner son talent. Pour ma part, c'est du travail continu, c'est-à-dire que dans une vie, en tout cas de chef d'entreprise, il y a plus de vie privée, de vie, heu, pro, vie privée. En fait, Tout c'est est la même mélangé. vie, tout est Mmh. mélangé. Donc parfois, c'est pesant, le stress de se demander ce que sera de quoi sera fait demain. Et en même temps, je pense que moi, j'ai besoin de ce stress pour me sentir en vie et me se dire, voilà, ma vie est... Et ça, c'est propre à chacun. Par exemple, mon frère, c'est l'opposé de moi. Mon frère, s'il vit dans une vie aussi stressée, il serait malheureux. Alors que moi, ça me fait sentir vivante. Donc c'est vraiment propre à chacun ce besoin d'adrénaline ou pas dans sa vie. Mais c'est énormément de travail et plus je vieillis, alors j'ai pas de regrets parce que je me dis que j'en suis exactement là où je voulais être. Mais par contre, je me dis qu'il faut pas non plus que je passe à côté de ma vie en travaillant trop. Et du coup, pendant ces dernières années, j'ai un peu délaissé par exemple mes amis. Je suis l'amie qui n'a jamais le temps de rien. C'est l'amie, vous êtes obligé de prendre un rendez-vous sur son planning pour pouvoir la voir. Et je remercie si jamais mes amis écoutent ce podcast parce que franchement, j'ai des amis en or qui sont encore là alors que je suis la pire amie du monde. Je suis celle qui oublie de souhaiter la bonne année. Je suis celle qui... En fait, on n'a que 24 heures dans une journée. Moi, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents et de faire 1000 choses, mais je n'ai que 24 heures. Donc, parfois, c'est épuisant. Parfois, j'ai des gros coups de mou parce que je me dis, mais pourquoi je fais tout ça in fine? Parce que, au fond de moi, les seules choses que je trouve importantes restent quand même la famille et les amis. Mais en même temps, j'ai besoin de cette adrénaline et besoin de ce travail pour pouvoir me sentir en vie et me dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, je suis toujours un petit peu tiraillée entre le fait de me dire je travaille trop, mais en même temps, c'est grâce à ça que j'ai la vie que j'ai toujours rêvé. Et en même temps, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est pas plutôt passer du bon temps avec ses amis et sa famille au lieu de se prendre la tête sur essayer de savoir comment performer sur telle et telle problématique au travail? Donc voilà, c'est vraiment... Après, c'est tellement propre à chacun. Là, je parle vraiment de mon ressenti et de mon expérience, mais je veux pas qu'en tout cas les gens qui écoutent ce podcast se disent waouh, elle a une vie de rêve, parce que comme tout le monde, parfois c'est très très dur. Et des fois, on fait des choix, des sacrifices, en espérant que ça, en tout cas pour ma part, que ça me rapporte plus. Je suis prête à faire 3 pas en arrière si plus tard, ça me permet d'en faire 4 de plus en avant. Mais des fois, est-ce que tous ces sacrifices valent la peine? Je le saurais que sur mon lit de mort, mais voilà, en tout cas, je suis là où moi je me sens heureuse, mais ça m'a demandé beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Et là, donc, tu me tends quand même une perche, pardon, énorme sur le développement personnel, qui est un sujet qui me parle énormément. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose qui te parle Oui, aussi. Et alors, j'ai une énormément. question à te poser. On dit qu'un bon entrepreneur est un entrepreneur pardon, qui a compris que 20% se passait dans la stratégie de son entreprise et 80% dans son état d'esprit. J'aimerais savoir quel est ton point de vue justement là-dessus. Est-ce que peut-être tu te fais coacher au quotidien? Non, alors moi je suis anti, c'est horrible. Oh Je suis non. anti-coach et tout. Ouais, moi je suis anti-psy. Et c'est pas bien de dire ça, vraiment pas, mais euh, c'est pas un bon conseil que je vais donner, mais en fait, j'ai une vie personnelle assez comment dire, j'en ai jamais trop parlé, donc c'est l'occasion sur ce podcast d'en parler. Mais moi, j'ai été élevée seule par ma mère parce que mon papa est parti quand elle était enceinte. Et j'ai, dans ma vie incroyable, eu la chance de retrouver mon papa quand j'avais l'âge de 14 ans. Donc, une histoire, il faudra un podcast rien Ah que sur ouais, ça effectivement. pour raconter. Donc, j'ai été adoptée quand j'étais petite par l'homme avec qui ma maman s'est mariée, avec qui elle a eu mon petit frère. Mm. Et quand elle a demandé le divorce, cet homme a renié l'adoption. Donc, j'ai appris que mon papa n'était pas mon papa, que c'était mon papa adoptif à ce moment-là. Donc, j'ai eu une vie, on va dire, plus jeune, assez rocambolesque. Si je pourrais, quand on connaît ma vie, souvent on me le dit, tu devrais écrire un livre ou en tout cas un film. Et en fait, aller voir un psy ou s'aider de coach, j'ai l'impression que c'est des phrases toutes faites qu'on vous donne. C'est des comment dire,
pas des banalités, mais on fait une généralité sur des choses qui, je pense, sont trop interpersonnelles pour pouvoir faire des généralités. Donc, je suis pour le développement personnel, mais pas à l'aide de coach. Je suis pour le développement personnel, peut-être à l'aide de... Je crois beaucoup, par exemple, aux réunions où vous rencontrez des gens qui vous parlent de leur parcours ou de leur mal-être ou de leur... d'autres chefs d'entreprise qui ont des problématiques. Je crois beaucoup plus à ça qu'à une personne qui va vous... Et c'est vraiment personnel parce que je sais à titre personnel qu'une de mes meilleures amies adore tout cet univers et ça l'aide énormément. Donc c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'y crois un peu moins. Je pense que pour s'élever dans la vie, pour aussi penser des blessures qu'on peut avoir, l'expérience des autres est beaucoup plus comment dire, constructif pour soi qu'un coach qui va avoir à peu près le même discours et je vais m'attirer la foudre de tous les coachs. mais c'est vraiment mon avis à moi. Après, je peux me tromper, mais c'est comme les psys. À un moment de ma vie, j'avais 18 ans, juste avant que je parte à Dublin, j'ai fait une très 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 grosse dépression, ce qui explique aussi ma vision de la vie, de me dire il faut que je vive comme si demain allait s'arrêter. Tout à fait. Et pas la dépression, je suis triste. Non, j'ai fait une énorme dépression. J'ai été contre me faire soigner en allant voir des psys pour les mêmes raisons, parce que j'avais pas envie d'entendre qu'on me dise oui, mais ça, c'est parce que tu as été abandonnée par ton père, etc. Ça n'avait rien à voir. J'étais une fille foncièrement dépressive parce que j'étais une fille foncièrement utopiste et que je voyais que le monde dans lequel nous vivions, malheureusement, je pourrais rien faire pour le rendre meilleur, ou en tout cas, à mon niveau, j'aurais énormément de mal. Alors maintenant, j'ai un peu, voilà, avec 10 ans de plus, et s'il y a des jeunes filles qui sont dépressives et qui pensent à la mort et qui passent par ce podcast, j'ai envie de leur dire, mais je vous en prie. Je sais que tout le monde dit ça à une personne qui est foncièrement triste à un moment de sa vie, que ça va aller mieux demain. Alors, je dis pas que ça va mieux, parce que je pense que quand on est foncièrement touché par cette maladie, ou en tout cas profondément touché par cette maladie, c'est un peu comme l'anorexie, c'est très difficile de s'en débarrasser. Néanmoins, je pense qu'on peut combattre cette maladie. Je l'ai fait sans psy et sans médicaments, à la force effectivement de mon mental, qui est qu'un jour je me suis dit, ben si je dois vivre cette vie, elle doit être extraordinaire, sinon autant que j'aille rejoindre les anges. Et donc voilà, moi à titre personnel, j'ai du mal à croire au psy, au coach, mais par contre je pense que dans ma vie, c'est des rencontres qui m'ont sauvée, qui m'ont permis de m'élever. Et je pense que la première chose que j'aurais à dire à une personne qui est en pleine phase de développement personnel, que ce soit une personne qui est déprimée, enfin déprimée dans le sens vraiment dépressive, ou une personne qui a juste envie de changer de boulot et qu'en peut plus et qui ne sait pas comment s'y prendre, etc. Entourez déjà de vous de gens bienveillants qui vous souhaitent des bonnes choses. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on a autour de nous des gens qui sont de vibes, si je puis dire, qui vous plombent votre énergie. Quand vous vous entourez de gens qui ont au contraire une super belle énergie, et ça ne veut pas dire être heureux tout le temps, une belle énergie, hein, ça veut juste dire quelqu'un qui vous donne de l'espoir, qui vous tire vers le haut. Et vraiment, je pense que les personnes que l'on peut rencontrer ou qui nous entourent ont un impact sur notre vie qui a bien plus de poids que n'importe quel coach ou n'importe quel psy. C'est vraiment très personnel ce que je dis, mais moi voilà, je crois beaucoup aux rencontres et aux choses de la vie, plus qu'à un discours qu'on aurait soit appris en école pour les psys, soit pour un coach. Et je peux me tromper, ça se trouve demain je vais rencontrer un psy et je vais me dire, mais en fait, si j'avais su, j'aurais déjà lu tous les livres de Freud parce que peut-être ça m'aurait fait gagner quelques années de déprime. Mais en tout cas, ouais, au cours de ma vie, pendant 3 ans, j'ai fait une très très grosse dépression. Et l'espoir que je peux donner, c'est que, regardez, on peut s'en sortir et on peut avoir une jolie vie, même en ayant eu
des années très, 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 très sombres. Oui, en tout cas, voilà, tu as tout à fait le droit de donner ton opinion. C'est hyper intéressant de l'avoir aussi. Je ne le partage pas, Bah oui, mais j'entends que c'est toi, pas grave. tu Je ne le partage pas. Après, bon, voilà, on fait une petite aparté et c'est de toute façon un sujet qui est aujourd'hui extrêmement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je reçois aussi des filles à mon micro qui ont fait des dépressions, des burn-out, des bore-out. Euh, voilà, parce que ça intéresse des millions de femmes et oui, d'hommes d'ailleurs. Et il y a alors je énormément pense de gens touchés sur il y a ça. énormément de gens touchés, de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui restaient dans le silence par honte d'en parler pour plein de raisons. Et Je c'est crois vrai. beaucoup plus au psychiatre, pour faire la petite nuance, qu'à un psychologue, par exemple. Ouais. Alors, bon, après, effectivement, tout le monde a ses opinions, etc. Moi, pour avoir été en thérapie et pour l'être toujours, parce que j'adore ça, parce que je trouve que c'est tellement bénéfique, parce que j'ai fait de l'anxiété généralisée, bref, suite à la Mhm. naissance de mon fils, quand j'ai repris le travail, etc. Une sorte de burn-out, enfin bref, on a appelé ça de l'anxiété généralisée. Donc c'était très très handicapant, période très noire de ma vie, très compliquée. Et en fait, moi, j'avais qu'une envie en tête, c'était m'en sortir le plus vite possible. Et je me suis dit, ok, il est hors de C'est déjà un question. pas vers la guérison. Ouais, mais en Moi, fait, j'ai commencé à guérir le jour où j'ai admis être malade. ah, mais moi non. Moi, je le savais. En fait, une fois que tu comprends que tu n'as pas une pathologie physique, mais que c'est psychologique, moi, je savais que pour me sortir de là en quelques mois et non pas en quelques années, ou voilà, je Mhm. voulais vraiment que ça aille très très vite. Il fallait que je me fasse aider et il fallait que je me mette dedans à fond. Après, moi, la différence, c'est que j'y croyais. Je savais que ça pouvait fonctionner. Je connais le pouvoir du psychologique et je sais qu'une aide d'un psychologue qui est bien câblé et qui est fait pour toi, je sais que Mais ça je peut pense que être c'est puissance ça le 10, quoi. plus dur, c'est que bon, j'en ai effectivement vu des psychologues, hein, parce que pour avoir cet avis tranché, Bah oui, j'ai quand je même me doute vu des bien. psychologues. Je pense qu'il faut, mais c'est comme tout, tomber sur la bonne personne. Complètement. C'est pareil pour les coachs. Peut-être que je généralise moi aussi, parce que le peu de coachs que j'ai eu l'occasion d'écouter, pour moi, c'était des charlatans, et ils se reconnaîtront parce que j'en ai pas eu beaucoup. Euh, pour moi, c'est des phrases toutes faites. Enfin, et je pense pas qu'on puisse aider quelqu'un. Et d'ailleurs, ça se saurait s'il y avait la clé pour pouvoir aider toutes ces personnes avec des choses toutes faites et banales. Je crois peut-être plus en, je te dis, en une énergie. Il y a peut-être des psys et des coachs qui ont le truc, qui vont savoir quoi dire et pas dire le même discours à tout le monde. Tout à Pas fait. les phrases toutes faites que vous pouvez trouver aujourd'hui sur Pinterest et Instagram. Malheureusement, moi, j'ai pas eu l'opportunité de rencontrer cette personne-là. Donc, du coup, je généralise malheureusement et j'ai cet avis assez tranché. Et pourtant, je pense vraiment que dans l'échange, parce que finalement, un psychologue ou un coach, c'est beaucoup d'échanges, que dans l'échange peut ressortir des choses incroyables. C'est ça, Et en tout cas, exactement. sur nous, personnellement, on peut se rendre compte, peut-être que moi, à la fin de cet échange, je vais me remettre en question sur des choses et n'importe quel échange peut apporter dans sa vie du bon comme du moins bon d'ailleurs, parce que c'est pas toujours positif. Mais, hum, mais voilà, pour le petit aparté Non, non, mais tout à fait. coach. Mais tu as raison, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de coachs. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien qu'il y ait plus de coachs parce que c'est bien que tout le monde se mette à travailler sur son psychologique parce que c'est comme faire du sport pour entretenir ses fesses, ses cuisses, ses jambes, son corps. C'est pareil, ton psychologique, tu dois le travailler quotidiennement. De manière voilà, hebdomadaire, régulier. Et si tu ne le fais pas parce que tu n'as pas cette rigueur-là ou cette envie-là, c'est vrai que se faire aider, se faire accompagner, se faire motiver, moi je trouve ça génial. Et je trouve que tu vois, plus on travaille sur notre psychologique, plus chacun se remet en question, plus chacun fait cet exercice, plus il y aura d'amour, plus il y aura de bienveillance. Voilà, moi c'est vraiment ça en quoi Oui, je crois. je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur le fait que je pense que c'est parfois qu'une mauvaise personne, elle n'est pas née mauvaise, mais que la vie l'a peut-être leur C'est rendue ça, ainsi. c'est ça. Et que peut-être si quelqu'un lui ouvrait d'autres voies de son intérieur, etc., cette personne aurait moins cette méchanceté en elle ou peu importe le sujet. Mais donc oui, ça j'y crois de façon utopique. Je crois que si tout le monde faisait une rétrospection, bon voilà, il faut tomber sur la bonne personne parce Tout que à fait, tout vous à pouvez fait. aussi y perdre beaucoup d'argent pour peu de résultats. Je suis tout à fait d'accord Donc avec voilà. toi là-dessus. Je suis tout à fait d'accord.
Là-dessus, on se rejoint, Jennifer. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, aujourd'hui, tu es une jeune maman, tu as un petit bout magnifique, donc ça te rajoute une casquette en plus à toutes tes casquettes. C'est moins plaisir. Voilà, exactement. Donc, c'est quoi ta vie aujourd'hui? Tu es à la tête de plusieurs entreprises, tu as toujours ton rôle d'agent de talent. Est-ce que Oui. tu peux nous plonger, on parlait tout à l'heure d'immersion, est-ce qu'on peut partir un peu en immersion dans ta vie? Oui, alors, il faut savoir que j'ai aujourd'hui une holding qui détient plusieurs sociétés. Donc, cette holding, pour le coup, c'est que de la partie administrative en gestion. Elle détient donc des parts dans Rec Paris, qui est notre marque de prêt-à-porter, dans Osé Beauté, qui est donc enfin Osé d'ailleurs, c'est Osé Beauté, c'est le nom sur Instagram, mais la marque elle s'appelle Osé. C'est notre marque de cosmétiques. Aujourd'hui, on fait beaucoup de haircare dessus. Très prochainement, on fera du body également. Et ensuite, j'ai donc Jenny Bradshaw, qui est donc mon agence de talent. Et j'ai aussi une SCI immobilière, puisque je fais aussi beaucoup d'immobilier. Ça, c'est ma passion. J'achète, je retape, je revends. Génial. Et ça, c'est vraiment ma petite passion qui me prend un temps monstrueux. Mais c'est vraiment ma petite passion. Mais excuse-moi, tu Et es sûre que tu as 24 heures dans tes journées? non, des fois, mon compagnon, il se Pas moque de possible. moi. Il se moque un peu de moi parce que, effectivement, mais en fait, je m'ennuie très, très vite. Ça va avec peut-être une chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que quand j'étais toute petite, ma maman, et à l'aide de professeurs, s'est rendu compte que j'avais un QI supérieur à la moyenne. Et je pense que bon, pendant des années, je n'ai plus trop relevé ce petit truc que ma maman m'avait dit quand j'étais plus jeune. Et en fait, très récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Je pense trop. Et elle dit dans le livre qu'en fait, les gens qui ont donc un QI supérieur à la moyenne. Alors bon, ça veut tout dire et rien dire, donc bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a des connexions mentales qui se font très rapidement sur des choses. Et en fait, que si on ne donne pas de farine à ce moulin s'ennuie. Et c'est vraiment mon ressenti aujourd'hui. J'ai besoin d'être sur 1000 sujets, parce que sinon je m'ennuie. Et si je m'ennuie, je déprime. Donc, Ouais, bien sûr. le cercle vicieux est assez. Donc voilà, moi je veux que ce soit un cercle vertueux. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses. Et paradoxalement, j'en ai beaucoup trop parce que du coup, bah, au bout d'un moment, je reste humaine et j'ai que 24 heures dans une journée et qu'en plus je suis perfectionniste. Donc parfois, je n'arrive pas à aller au bout des choses telles que je le voudrais par manque de temps. Mais voilà, et je vais me rajouter en plus du travail parce que je prends des parts dans des sociétés aujourd'hui, donc là, dans un rôle plutôt capitalistique en Espagne. Donc je ne peux pas encore vous divulguer quoi, mais très prochainement, voilà, si tout se fait et si tout est en accord, là, pour le moment, les dossiers sont chez les avocats et chez mes gestionnaires qui vérifient que tout est en règle dans cette société. Donc voilà, je vais prendre des parts et je vais aider cette société à se développer sur le marché français. Et je vais monter et je vais retrouver mes premiers amours qui sont le luxe, une marque, une nouvelle marque. Je ne peux pas en dire plus parce qu'on garde une très grosse surprise pour le lancement avec mes associés. Mais voilà, là, pour le coup, je repars sur mes premiers amours qui sont le luxe et j'espère que ce sera à la hauteur des attentes et du marché et des gens qui me suivent. Donc voilà, encore de nouveaux projets. Donc pour pouvoir développer ces nouveaux projets, je prends évidemment un peu de recul sur la marque de prêt-à-porter qui s'appelle REC. Et je laisse à présent les équipes en gestion. Je ne suis plus qu'actionnaire. Et pour Osé, c'est pareil. Aujourd'hui, on a une très grosse équipe sur Osé. C'est une des sociétés qui performe le plus. Donc maintenant, je laisse le bébé entre les mains d'un de mes associés, avec une très grosse équipe derrière qui fait un travail monstrueux et que je remercie de nous avoir suivis dans cette folle aventure. Et voilà, maintenant que le bébé tourne et roule, je décide d'avoir de nouveaux bébés. Donc, je ferai ça avec mon fils, celui-là promis, même quand il va marcher, je l'abandonnerai pas. Mais enfin, j'abandonne pas mes sociétés, mais je les abandonne d'un point de vue plus stratégique, personnel. au niveau de Disons la que voilà, gouvernance. aujourd'hui,
sur la stratégie, les budgets, etc. Mais je vais être beaucoup moins dans le quotidien de la société parce qu'aujourd'hui, je vais mettre mes idées et mon temps à d'autres nouveaux bébés, pour de nouvelles sociétés qu'on va lancer là. Donc voilà, j'ai hâte et en même temps, je suis stressée. Donc vous voyez, je reste humaine, même avec d'aussi beaux succès. Les challenges sont toujours effrayants et excitants à la fois. Bien sûr. Et ça, bah, on peut imaginer. Enfin, je pense qu'on peut pas vraiment imaginer la vie que tu as, Jennifer. Ce n'est pas possible. Même ma mère, si tu veux savoir, a du mal parfois à l'imaginer et on en rigolait dernièrement, on en rigolait parce que elle est venue m'aider donc avec mon fils. Évidemment, à un moment, j'ai besoin d'aide comme tout le monde. Donc, ma maman est venue garder mon fils pour que je puisse aller sur mes tournages et me déplacer parce que par contre, je suis toujours manager de talent. Donc, forcément, là, pour le coup, vous pouvez pas déléguer à d'autres personnes. Ça, c'est moi et seulement moi. Et donc, j'ai repris le travail 2, 3 semaines après avoir accouché. Et ça, c'était assez intense C'est parce que hard. C'est hyper hard. physiquement, ouais, physiquement, quand même, l'accouchement, on en prend un coup, hein, on va pas se mentir. Oh, c'est sympa l'accouchement. Puis le postpartum, c'est encore plus Ouais. glam. Non, non, alors là, on est au sommet de notre réussite en tant que femme. Voilà. Et donc voilà, maman est venue m'aider et je pense que pour la première fois de sa vie, elle s'est rendue compte de ce que c'était que ma vie parce que du coup, elle a vécu quotidiennement chez moi. Et je pense que, enfin, pas je pense que elle est fière du parcours que j'ai pu accomplir quand on connaît notre parcours à toutes les deux. Ma maman, elle m'a quand même élevée seule et elle n'avait pas d'argent et sa meilleure amie lui faisait les courses pour qu'elle puisse s'en sortir à la fin du mois. Donc vous voyez, le parcours d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui est vraiment spectaculaire, en tout cas aux yeux de ma maman. Et elle s'est rendue compte, je pense, parce que pourtant c'est ma mère, hein, comme beaucoup, elle voyait un peu ma vie à travers les réseaux, à travers, je suis pas quelqu'un en plus qui se plaint, donc bon, voilà. Je pense qu'elle se disait que j'avais des facilités, que voilà, que comme j'étais plutôt pas bête, voilà, j'avais des facilités dans le travail qui m'ouvraient des opportunités, etc. Et le fait de vivre chez moi, je pense qu'elle s'est rendue compte vraiment de ce que ça implique mon métier, mon travail, etc. Et je pense qu'elle en a été encore plus fière de se dire, bah voilà, ma fille, pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle s'est donnée et elle se donne encore énormément. Et donc, c'est juste pour dire que, voyez, même ma mère se rendait pas compte de ce que c'était que ma vie avant de venir vivre sous mon toit. C'est elle qui m'a élevée, donc c'est elle qui doit être fière, parce qu'au final, Complètement. j'ai ses valeurs, j'ai vu ma mère énormément travailler, hein, parce que du coup, comme elle n'avait pas d'argent, ben, quand on n'a pas d'argent, on travaille beaucoup. Euh, et pas toujours, en tout cas à mes yeux aujourd'hui. Moi, je fais quelque chose qui me plaît et qui me passionne, et donc je le vois pas comme un travail où le matin je me dis oh mon Dieu, il faut que j'aille travailler. Ce qui n'est pas le cas, je pense, de ma maman où elle n'avait pas le choix. En fait, il fallait nourrir ses enfants, donc il fallait aller travailler. Et puis c'était pas forcément le métier peut-être qu'elle aurait choisi si elle avait eu le choix. Mais donc voilà, donc faut pas perdre espoir parce qu'aujourd'hui ma maman elle a une jolie vie aussi, elle a finalement gravi les échelons, elle n'avait pas le bac et elle a fait une jolie fin de carrière. Maintenant elle a la retraite, elle a un petit-fils dont elle est folle amoureuse. Donc, vous voyez, même si on a des moments difficiles et des moments durs dans la vie, je pense encore et toujours que le travail peut nous sauver de tout. C'est vrai, tu as raison. Moi, j'aime pas ce terme travail, mais je suis d'accord avec toi. Le fait d'avoir des projets, de donner vie à tous ces projets, de le faire avec passion, c'est ça qui nous donne envie de vivre et de vivre avec intensité, hein. C'est pour ça qu'on est là aussi. Exactement. Et tout à l'heure, Jennifer, tu nous expliquais que tu avais du coup gardé ton rôle d'agent de talent et ça serait intéressant d'y revenir pour quelques minutes. Quel type de personnes accompagnes-tu? C'est-à-dire quel métier font ces personnes et comment tu fais pour les accompagner? Quel est ton rôle exactement? Alors, moi j'ai des talents divers et variés. Donc j'ai commencé avec des chefs. Ensuite, j'ai rencontré Caroline qui, elle, s'est développée sur le digital. Et pas que. Mais en tout cas, à l'époque, c'est vraiment ce sur quoi on s'est focalisé.
J'ai aussi, des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel, donc qui sont soit animateurs, soit, acteurs, actrices. Hem et j'ai aussi, depuis, peu, une personne, qui vient d'un univers tout autre, qui est dans l'architecture. Mais ça reste des talents et ça reste des aujourd'hui avec ces nouveaux médias qui sont les réseaux sociaux, des talents qui ont des choses à montrer et à partager et aujourd'hui, il y a, beaucoup de choses à faire avec eux. Donc dans le quotidien de mon travail, il y a une partie donc qui va être, de par les réseaux sociaux, on va dire commerciale, donc protéger leurs intérêts sur leurs, contrats, m'assurer que tout est en règle de façon purement juridique et aussi que leur valeur est payée à bon escient, si je puis dire, qu'il n'y a pas d'arnaque, parce que du coup, ce milieu a aussi, comme c'était nouveau, il y a eu aussi de nouveaux acteurs qui n'avaient pas forcément comment dire, de valeur. Donc, donc faut faire attention à ça. Bah, pour ne pas citer, par exemple, il y a eu le dropshipping que les gens ne connaissaient pas encore quelques années. Donc tout ça, moi, de par mon métier et de par mon background, j'ai toujours fait en sorte que mes talents soient protégés de tout ça. Si à l'époque, par exemple, j'avais fait signer Caroline pour faire la promotion d'un produit qui était finalement un produit qui ne vivait que par dropshipping, ben, enfin moi j'aurais pas été fière, Caroline encore moins. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était ok, on partage sur les réseaux des marques et on est rémunéré pour ça, mais il fallait que cette marque, ce soit une marque dans laquelle on se sentait en phase d'un point de vue dans nos valeurs, mais aussi de par le discours que devait avoir Caroline, par exemple, pour pouvoir parler de cette marque. En aucun cas, et ça, voilà, c'était pas, et ça ne sera jamais ma façon de travailler, peu importe en fait la somme qu'on pouvait nous proposer, si ça ne rentrait pas dans notre quotidien ou que le discours qu'il fallait avoir ne rentrait pas dans en fait, de quelque chose de sincère, et ben on ne signait pas. Donc ça, c'est voilà, par exemple, quelque chose, et les talents avec qui je travaille savent que comme moi, je ne dépends pas en plus de ces contrats financièrement, je ne vais pas faire signer mes talents n'importe quel contrat. Il faudra que ce soit un joli projet, soit qu'il y ait quelque chose à construire avec la marque, soit que le produit, ce soit un produit du quotidien de cette personne dont j'ai la charge, et que du coup, ben, qu'elle en parle, si elle peut être rémunérée pour parler d'un produit qu'elle utilise dans la vie de tous les jours, bah, c'est toujours du plus. Et c'est du plus aussi pour la marque parce qu'elle gagne en visibilité et elle gagne en vente. Et là, on repart dans mes études, mes premiers amours qui ont été le marketing. Voilà, c'est de nouveaux leviers pour pouvoir déclencher des ventes. Mais je voulais que ça reste sain dans le sens où je ne voulais pas que l'argent soit la source de motivation de la signature de ce contrat. Je ne sais pas si c'est très clair dans ce que je Si, dis. si, c'est très clair. Et voilà, ça, tous les talents avec qui je travaille le savent. Je travaille aussi avec des gens dans une agence, ils le savent. Je n'ai rien à faire du chiffre d'affaires que va faire mon talent. Si une année il ne veut rien signer, ben, il ne signera rien. Et donc ça, c'est vraiment, je ne suis pas du tout commerciale parce que parfois les gens font l'amalgame avec toutes ces nouvelles agences dans l'influence. Mon but à moi, il n'est pas du tout de faire de l'argent. Mon but à moi, il est de créer des carrières, de créer une belle image, de m'assurer que les intérêts des gens que je m'occupe soient protégés. Et ça peut aller sur divers sujets. Donc voilà, ça c'est mon quotidien. Donc ça c'est une partie beaucoup plus juridique. Le côté talent, finalement, le côté strass et pareil que les gens voient, c'est peut-être que 10% du travail. Sinon, 90% c'est du juridique, du brainstorming, de la discussion, du storytelling pour pouvoir mettre en valeur que ce soit et le talent lui-même ou les marques pour qui il travaille. Je signe quasiment que des contrats d'égérie. En plus, ça vous donne un petit peu mon état d'esprit quand je signe un contrat.
Si c'est pour être payé et juste faire un one-shot d'une marque, bon, pour moi, c'est du télé-shopping. Il y en a qui le font très bien et je suis la première à aller suivre des influenceurs qui ont un peu plus ce côté télé-shopping où tous les jours, ils vous parlent d'une nouvelle marque. Maintenant, moi, à titre personnel, dans mon développement personnel, dans le travail, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je gagnerais pourtant très très bien ma vie si je faisais que ça. Mais j'éprouve pas de plaisir et pas de. Donc, j'ai la chance d'avoir des talents qui ont le même état d'esprit que moi, qui ne sont pas à la recherche de gagner toujours plus, mais plutôt de faire le projet qui les épanouit eux personnellement et aussi qui rapporte du coup un contenu ou quelque chose de différenciant pour les communautés qui les suivent. Bien sûr. Du coup, ça me Voilà. démange. J'ai trop envie de te demander, pardon, ce que tu penses de toutes ces nouvelles, entre guillemets, célébrités liées à la télé-réalité. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Alors, il faut savoir que je ne regarde pas du tout la télé. Eh ben, tu as bien raison. Mais donc, il faut savoir que parfois, ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, et je me suis excusée auprès de cette jeune fille. J'étais à un événement, une jeune fille vient me parler, etc. Bon, évidemment, je ne la connais pas. Elle a 3 ou 4 millions d'abonnés, je crois, sur Instagram. Bon, je ne sais pas du tout qui c'est. Quelqu'un me glisse à l'oreille, Jennifer, c'est une fille qui a fait une émission de télé-réalité. Donc, et cette fille était d'une gentillesse sans nom. Elle m'a rappelé vraiment Caroline quand je l'ai rencontrée Ah, au tout génial. début. Gentille comme tout. Je la connaissais pas du tout, mais en tout cas, le peu que j'ai vu, très douce, très humble. Elle pourrait, par exemple, bon, elle a 3 4 millions, elle me connaissait pas plus que ça non plus, donc elle aurait pu être plutôt snob. Elle a découvert qui j'étais après. Et, et bon, évidemment, quand après vous connaissez mon parcours, ces personnes-là, elles sont Intéressée, ça les... plus, plus consignantes. Ouais, pas intéressées, pas forcément, mais en tout cas, parfois, quand vous rencontrez certaines personnes, elles peuvent être dénigrantes parce qu'elles ne savent pas qui vous êtes et d'un coup, Ouais, bien vous sûr. devenez celle leur meilleure amie parce qu'elles se disent ah mais finalement cette personne peut peut-être m'apporter quelque chose dans ma vie. Là, en l'occurrence, pas du tout. C'était une jeune fille très gentille et vraiment vraiment en amour. Donc j'ai pas de préjugés parce que je sais que beaucoup d'entre elles souffrent de ces préjugés. Maintenant, moi, à titre personnel, encore une fois, si je dois éduquer mon fils, ce sera pas avec le côté fait de la télé-réalité, devient influenceur, gagne de l'argent facilement. Moi, c'est ce côté-là qui me dérange, comme je le dis depuis le début. Moi, j'en suis où j'en suis par le travail. Donc, ma valeur, je vais pas dire qu'elle travaille pas, c'est horrible parce qu'il y en a vraiment, elles bossent comme des folles, mais c'est un peu comme tout à l'heure, on discutait des coachs, il y a un peu de tout. Il y a des filles qui ont choisi de passer par la télé comme levier, mais qui après ont créé quelque chose et ont vraiment fondé quelque chose à côté. Et, j'en ai deux, trois en tête comme ça qui, ok, elles ont fait de la télé-réalité, mais aujourd'hui, c'est des femmes comme, enfin, je veux dire, elles ne seraient pas passées par la télé, elles elle se lève le matin avec un objectif, un but, et vraiment, elles se donnent corps et âme dans leur travail, dans leur création de contenu pour leur communauté. Et ça, je respecte. Ce que je respecte un peu moins, c'est les gens qui prennent cette voie pour faire de l'argent facile en se disant, voilà, je vais pouvoir faire le tour du monde. Mais après, si ça les rend heureux, tant mieux. Moi, ça m'enlève rien à ma vie. Je ne suis pas ces personnes-là, je ne les regarde pas. Ça donne du baume au cœur à d'autres, puisqu'elles sont suivies par des millions de personnes. Maintenant, c'est vrai que quand on connaît l'envers du décor et que souvent ces communautés-là sont très jeunes, j'ai toujours très peur de ce que ces femmes-là renvoient à ces jeunes filles-là qui, plus tard, peut-être vont se dire que leur vie est merdique. Ouais. Donc voilà, c'est plus ce rapport-là qui me dérange que la personne ou ce qu'elle fait, parce que ça n'enlève rien à ma vie à moi. Donc moi, à partir du moment où vous ne m'attaquez pas, ce qui me plaît, je le garde sur mon chemin. Ce qui ne me plaît pas, je le laisse de côté. Point barre. Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde dans cette vie. Donc l'essentiel, c'est que tout le monde soit... Mon essentiel à moi, c'est que tout le monde soit heureux, quel que soit le chemin qu'il choisit. Qu'ils choisissent. Mais c'est vrai que
la télé-réalité et toutes ces pseudo-célébrités, je trouve qu'elles renvoient pas forcément la bonne image à nos futures générations. Non. Parce Oui. que, parce que la vie, et en plus, c'est pas leur vie à elles, c'est rarement celle que l'on vous voyez sur ces réseaux. C'est souvent beaucoup plus triste et beaucoup moins joyeux que ce que ça en a l'air sur les réseaux. Parce qu'il faut pas croire que au début c'est amusant, hein, pouvoir voyager, ne rien payer, avoir plein de cadeaux. Au début, ça amuse tout le monde. Mais au bout d'un moment, on est des êtres humains et on a besoin de but dans la vie, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous raccroche à la vie, des objectifs, etc. Et dans ces vies un peu creuses, ben souvent, vous n'avez pas de, vous avez rien sur quoi vous raccrocher. Finalement, vos amis, vous savez pas trop si c'est des vrais amis ou s'ils sont là parce que maintenant vous avez beaucoup d'abonnés. Donc, voilà, j'ai pas un avis tranché, si ce n'est que j'espère que les nouvelles générations auront la jugeote de se dire, ok, ce qu'elles montrent, c'est pas forcément ce qu'elles vivent. J'avais une dernière question pour toi, Jennifer, avant de mettre un terme à notre échange. Je voulais savoir si le fait d'être une femme t'avait posé des soucis en tant qu'entrepreneuse dans certains des milieux dans lesquels tu évolues. Eh ben, pendant des années, mon discours était que non. Et je vais nuancer ce discours avec quelques années de plus. Je pense que quand on est une femme, certaines personnes vous sous-estiment. Moi, en plus, je suis quelqu'un dans le quotidien où je dévoile très très peu. Là, bah, c'est la première fois, par exemple, que je fais un podcast où je me dévoile autant, ou sur ma vie, mon parcours. Mais sinon, je suis plutôt discrète. Les gens ne savent pas trop ce que j'ai, ce que je possède. Je pense vraiment que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Là où je pense que voilà, j'ai aucun problème d'être une personne de l'ombre, mais parfois ça, a ça a aussi du coup l'envers du décor, c'est que du coup les gens peuvent vous sous-estimer. Et encore plus quand vous êtes une femme, parce que souvent on se dit, je sais pas pourquoi, les hommes, en tout cas les hommes avec un certain âge et qui ont un parcours et une réussite déjà établie, je ne sais pas pourquoi, ils se disent que vous ne valerez jamais ce que cet homme vaut. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Ouais, qu'on sera jamais à leur vous hauteur. donner un exemple très concret qui m'est arrivé il y a pas plus de Ah, 3 semaines. J'ai un call avec une personne qui décide de racheter mes parts dans une de mes sociétés. Donc un homme d'affaires qui a plutôt brillamment réussi. On échange. Donc déjà, il arrive au rendez-vous. Bon, voilà, un homme qui vous prend déjà de haut. Donc on était en call et cette personne voulait absolument avoir la vidéo. Je pense que si j'avais été un homme, la vidéo n'aurait pas été aussi importante. C'est un exemple tout bête. Ça commence l'entretien, enfin notre call comme ça. Donc après, un peu snob, la personne va faire une petite réflexion du style mais pourquoi ne pas mettre la vidéo, le wifi fonctionne pas ou un truc pour ce genre-là. Donc ce à quoi, évidemment, je ne voyais pas l'intérêt de mettre la vidéo pour la discussion que nous devions avoir. Mais du coup, c'est la première fois où je me suis dit, bon, enfin, c'est pas la première fois, ça fait déjà 2-3 fois que je rencontre ce genre de personnes. Donc ça commence comme ça l'entretien, et ensuite, enfin l'entretien, le rendez-vous, et ensuite, donc comme il veut racheter nos parts, évidemment, nous on a beaucoup de questions, enfin mes parts en l'occurrence, beaucoup de questions sur le pourquoi du comment il s'intéresse au rachat de cette société, patati patata. Et, et de fil en aiguille, il, me, il part dans un discours, voilà, j'ai envie de racheter des sociétés où à la tête de la société, il y a des talents du digital, mais moi j'ai horreur d'Internet. Déjà, ça commence à mal. ok. Parce que les femmes comme vous, en gros, c'est ça que ça voulait dire, les femmes comme vous, à part se regarder dans un miroir et se mettre du rouge à lèvres et s'auto-congratuler, vous ne savez pas ce que c'est que le travail.
J'ai cru que j'allais m'étouffer. Ah mon Dieu. Et alors, c'est pas parce que je suis coquette que je mets des talons aiguilles de 12 centimètres, que je fais attention à moi, que je suis manicurée, pédicurée et au cordeau, que je suis une fille qui, du coup, cette personne ne connaissait pas mon parcours professionnel ni scolaire, que je suis une jeune fille qui a réussi en me... Parce que, bon, c'était sous-entendu, vous avez réussi parce que vous faites des selfies, quoi, en gros. Et donc, l'attaque elle était évidemment aussi visée sur Caroline, donc je Ah suis là là. devenue folle. Et donc j'ai remercié cette personne et je lui ai dit que la prochaine fois, quand il viendrait à un rendez-vous, qu'il ferait mieux de se renseigner sur les personnes qu'il avait en face de lui parce que son discours était d'une bassesse comme rarement j'ai entendu des discours aussi bas. Et c'est là que je me suis dit, si j'avais été un homme, je ne pense pas que cette personne se serait permis ce genre de réflexion. Et encore moins dans le cadre d'un homme qui était sur le point de potentiellement racheter des parts d'une de nos sociétés. Ça m'a Mon Dieu. sidérée. On en a beaucoup rigolé avec Caroline parce que heureusement on n'a pas d'ego et on s'en fout et voilà. Et pour répondre à ta question, oui, je pense qu'être une femme et en plus jeune et en plus qui réussit et qui en veut. Et je pense que si Caroline était là, elle vous dirait pareil, parce que nous, on a été confrontés toutes les deux à deux, trois trucs. Et encore plus Caroline, parce qu'en plus, Caroline, elle est juste sublime, que les maquillages, pas maquillage, elle est magnifique. Donc ça déstabilise encore plus les hommes, je pense. Et ben du coup, on nous sous-estime très très souvent. Et encore aujourd'hui, enfin, des exemples, j'en ai plein, on nous sous-estime très souvent. Et je pense que les gens nous pensent bêtes, des fois. Et je me dis, mais comment ils peuvent se dire qu'on en est là où on en est? Mais en fait, c'est parce que comme on divulgue très peu de notre réussite, finalement, parce qu'en France, la réussite n'est pas forcément non plus la chose plus, la mieux vue au monde. Oui, c'est vrai. Donc du coup, voilà, Contrairement aux États-Unis. exactement. Donc pour vivre heureux, on vit caché, mais parfois du coup, on se retrouve à des rendez-vous hyper importants où les gens du coup nous prennent de haut parce qu'à mon avis, ils sous-estiment notre réussite et pour notre âge et pour d'où l'on vient quand on connaît notre parcours. Je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui peuvent prétendre à un parcours comme le nôtre. Maintenant, le plus dur, je pense, ça n'a pas été la montée. Maintenant, ça va être de réussir à performer jusqu'à la fin Oui. de notre carrière. Mais C'est voilà, moi marrant en que tu plus, dises ça. C'est important ce que tu dis. Parce que souvent on a peur de l'échec, mais il vaudrait mieux avoir peur de la réussite. Parce qu'une fois qu'on a rencontré le succès, c'est ça qui est ouais. difficile. C'est de le Ah oui, oui. maintenir et de continuer de développer ses business, etc., sa montée. C'est le plus dur. Ouais, Monter un business, je pense vraiment que c'est la partie finalement presque easy. C'est garder son business, garder ses équipes, garder son succès. Ça, c'est tout à fait. difficile. Et il faut savoir se réinventer. Moi, je dis toujours, il faut pas avoir d'ego. Moi, j'ai aucun problème. Je crois que je te l'avais déjà dit, mais j'ai aucun problème à ce qu'une bonne idée ne vienne pas de moi et qu'elle vienne de mon équipe et à valoriser cette idée comme si ça avait été la mienne, mais pas en me l'appropriant, hein, parce que j'ai aucun problème à donner à qui de droit va valider. Mais et je crois d'ailleurs aussi qu'un bon leader, moi, je pense que je suis respectée de mes équipes quand je leur montre que je suis capable, si je leur dis que leur idée est nulle, j'ai intérêt d'avoir une super idée qui va les enchanter encore plus que leur propre idée. Et ça, c'est ma bataille du quotidien, c'est de me dire, si un jour je fais une remarque à une personne de mon équipe, j'ai intérêt que derrière, j'ai la bonne idée ou la solution. Parce que c'est trop facile sinon d'engueuler ses équipes pour telle et telle chose et ensuite ne pas leur proposer quelque chose et leur montrer que vous êtes capable de faire ce que vous leur demandez finalement. Et d'ailleurs, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme étant un bon leader? Et quelles sont selon toi les clés pour être un bon leader? Alors, moi, je ne sais pas si je suis un bon leader parce que je suis très très dure et je pense qu'un très bon leader aurait la capacité de faire tout du premier coup. Moi, je suis hyper dure, je suis hyper insatisfaite
Et des fois, ça me rend malheureuse parce que je sais que j'ai des équipes en or qui se battent pour, pour me faire plaisir et pour leur travail et pour développer les marques pour lesquelles elles travaillent. Et en même temps, je suis très très dure, mais c'est le paradoxe, c'est que je suis très dure avec elles et en même temps très proche de mes équipes. Mais c'est vrai que je ne me laisse pas à moi le droit à l'erreur, donc c'est vrai que je leur laisse pas non plus à elles. Donc j'ai tendance à me dire que je suis pas un bon leader parce que du coup, je suis très intransigeante et que pour moi, un bon leader, c'est la personne qui arrive à faire sans avoir eu besoin d'être intransigeant, d'être euh, moi, quand quelque chose m'énerve, ça se voit sur ma tête, tout le bureau est au courant. Au courant donc, j'ai du mal à gérer mes émotions parfois, tout en respect, bien évidemment. Attention, hein, quand je le raconte, on pourrait croire que c'est le bagne quand elles viennent travailler, pas du tout. On rigole beaucoup, au contraire. Mais c'est vrai que du coup, ça déstabilise, je pense, un peu les filles parce que je peux parler avec elles comme si j'étais leur copine. Et puis à un moment, bon, bah, ma casquette de chef reprend le dessus. Et donc, c'est un peu déstabilisant. Donc, je pense que j'ai pas encore la clé, mais je suis jeune, j'ai 32 ans. Et je l'ai dit à mes équipes il n'y a pas si longtemps. Vous savez, je suis jeune et moi aussi, j'apprends. C'est J'apprends en tout beau. cas à être manager. Ouais. Donc parfois je vous dis pas les choses avec le plus grand des tacts et je m'en excuse parce que comme je gère beaucoup de choses, j'ai peu de temps et comme j'ai peu de temps, c'est vrai que je mets beaucoup moins les formes pour beaucoup de choses et ça marche pour même avec mon compagnon dans la vie de tous les jours. Parfois il me dit mais je suis pas ton employé. C'est parfois le manque de temps fait que je vais. Et puis c'est aussi mon état d'esprit. Je suis très binaire comme fille, donc je suis très straightforward. C'est très, comment dire, Oui, on y va quoi. oui, il faut. J'ai pas le temps pour mon amour. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Tu tergiverses aller pas. Non, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, faire. Et voilà, on va pas. Donc non, voilà. Après, c'est sûr quand on le raconte, j'ai l'impression que c'est pas si horrible que ça. Mais en tout cas, moi, mon idéal de manager, ça serait une personne vraiment qui n'a jamais besoin de s'énerver. Oui. Et j'en suis pas encore là. Mais en tout cas, je Donc trouve ça voilà. Et super chouette que tu reconnaisses, bah voilà, que tu reconnaisses ta manière d'être, de manager. C'est super. bah oui, bah après, je pense que ça, c'est une qualité. Je pense, si tu demandais les qualités d'un bon manager, c'est de reconnaître ses erreurs. Et moi, je reconnais mes erreurs. Maintenant, je dis pas que j'arrive à les changer, je reste qui je suis. Et puis parfois, une petite voix intérieure me dit, mais peut-être que si j'étais pas si dure et si intransigeante, j'en serais pas là. Donc, je suis tiraillée entre. Et en même temps, quand je suis dure avec mes équipes, j'ai l'impression que c'est aussi bénéfique pour elles parce que je le fais parce que j'ai envie qu'elles s'élèvent. J'ai envie que si elle ne sait pas faire quelque chose ou si elle n'a pas le bon état d'esprit ou la bonne méthodologie de pensée, alors je vais peut-être le dire avec énervement, mais en tout cas, je le fais pour qu'elle, elle aussi, si un jour elle me quitte ou elle quitte la société et qu'elle va postuler ailleurs, elle y aille avec un background où elle se dit ouais, je suis arrivée, j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça et je suis. Enfin, j'espère en tout cas qu'elles ont la sensation de s'élever aussi, elles, dans leur travail. Alors, plus j'ai d'employés, plus c'est difficile, vraiment ça, parce que du coup, il y a des employés qui font des métiers que moi, je ne maîtrise pas, mais que je dois manager. Hein, c'est le propre d'un chef d'entreprise. Quand j'ai commencé, je manageais des gens qui faisaient un métier que j'ai eu fait. Même si je ne le faisais plus, je l'ai eu fait. Voilà, j'ai fait leur travail. Donc, c'est facile de manager quelqu'un dont vous maîtrisez tous les codes de ses missions. Mais par contre, manager quelqu'un, j'en sais rien moi, par exemple un e-commerce manager, c'était pas mon métier de Eh base. oui, bah Je l'ai oui. appris en devenant chef d'entreprise, je l'ai appris en montant des sociétés, mais c'est pas, je n'ai pas fait 10 ans d'e-commerce management, donc là c'est plus dur parce que du coup vous devez être dur parce que vous savez ce que vous attendez de cette personne, mais j'ai pas la capacité de lui montrer que je suis capable de faire ce qu'elle fait et de mieux le faire qu'elle. Et ça, c'est parfois ce qui me frustre dans mon Eh oui. management, parce qu'à un moment, je reste cette boss, je reste son manager, je sais ce que je veux,
mais je sais pas forcément comment faire pour l'avoir et du coup, je peux pas l'aider ou en tout cas, justement, l'élever elle-même si elle sait pas faire. Et ça, c'est un peu frustrant quand on est chef d'entreprise. Parce qu'à un moment, il y a forcément des métiers qu'on va pas maîtriser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on embauche aussi des gens. C'est pour qu'ils nous aident avec leurs compétences à développer notre marque et notre société. Complètement. En tout cas, merci infiniment Jennifer pour cet échange. C'est vrai que tu as 32 ans, je le savais, mais effectivement, quand tu nous racontes ta vie, ton parcours, etc., on a plus l'impression que tu en as 45. Mais tu as 32 ans. De l'air, je te l'ai pas dit, mais tu vois, j'ai été Oh non, mais arrête hein. C'est bon là. Je travaillais dans une poissonnerie, sur les marchés. On n'a pas toujours été strass et paillettes. Non, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire comme parcours. Je suis persuadée que ça va en inspirer beaucoup. Et pour la fin de cet épisode, j'ai un petit rituel. Je demande toujours si tu as à mes invités, si vous avez une philosophie de vie ou un conseil que tu aimerais partager avec nous. Oui, je pense que je l'ai un peu dit à travers le oui. Moi, je vis vraiment comme si demain allait s'arrêter. Donc, je souhaite d'avoir cette philosophie de vie parce que c'est ce qui m'a emmenée là où j'en suis. Je pense par contre que le bonheur est vraiment interpersonnel à chacun et qu'il ne faut pas se dire que ma vie est mieux que la vôtre ou que n'importe. Je trouve mon bonheur dans cette vie-là. Maintenant, mon compagnon, par exemple, trouve son bonheur dans une vie complètement différente parce que lui, il a toute sa famille qui est médecin, lui-même est chirurgien dentiste, donc rien à voir. Et des fois, on en rigole parce que souvent, je dis ça va. En même temps, je ne sauve pas des vies. Des fois, pour relativiser certains événements ou certaines problématiques que je peux rencontrer dans mon travail, parfois, je me dis bon, c'est bon. En même temps, on ne sauve pas des vies. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de ma belle-sœur qui est médecin urgentiste. Elle, tous les jours, quand elle a des problématiques, elle a intérêt de savoir y répondre parce qu'elle peut sauver des vies. Et voilà. Et donc, elle trouve son bonheur dans une vie comme ça. Moi, je pense que je tournerais de l'œil à la première goutte de sang que je pourrais voir. Donc, vous voyez, le bonheur est interpersonnel et dépend vraiment de chacun. Mais je souhaite à tout le monde de vivre comme si demain s'arrêtait pour qu'ils vivent chaque jour intensément et surtout qu'il n'ait aucun regret dans sa vie. Parce que moi, je ne veux pas mourir en ayant des regrets. Tu as bien raison. Et quel était, pour terminer, ton rêve de petite fille ? Alors, mon vrai rêve de petite fille, c'était d'avoir la maison de mes rêves. Oh. C'était mon rêve absolu. Et je disais à ma maman... j'ai acheté à l'époque, ça s'appelait, je sais pas si ça existe encore, un bouquin qui s'appelle Propriété Figaro, je crois, quelque chose comme ça, un magazine, un gros bouquin. Ça coûtait 10 €, ce qui semblait énorme pour moi à l'époque, mais je mettais mes 10 € pour aller acheter cet énorme bouquin et je regardais les maisons, etc. Et j'avais repéré la maison de mes rêves, elle valait 7 millions. Alors quand j'étais petite, 7 millions pour moi, c'était un truc inaccessible. Je me suis dit, mais jamais de la vie. Bon, j'en suis encore loin d'acheter une maison à 7 millions, mais je vis aujourd'hui dans l'appart de mes rêves, donc j'ai pas encore la maison de mes rêves, mais j'ai déjà l'appart de mes rêves à Paris, donc et j'en ai même 2, donc je suis déjà très 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 chanceuse. Maintenant, c'est vrai que mon rêve de petite fille, c'était avoir la maison de mes rêves. Et par contre, mon rêve de petite fille de la maison à 7 millions, c'est plus du tout ça, parce qu'aujourd'hui, j'achèterais une grange dans le sud de la France et je retaperais complètement. Donc, rien à voir. C'est génial. Avec cette maison à l'époque, je me rappelle encore, vous voyez, du prix, mais je me disais, mais 7 millions, qui met 7 millions pour acheter une maison ? Mais c'était ça mon rêve, c'était d'avoir cette maison, mais pas à 7 millions. Bon, en tout cas, comme tu nous l'expliquais, tu fais aussi de l'immobilier, ça te passionne. Donc finalement, tu touches du doigt ton rêve de petite fille. Donc c'est vraiment super. Bravo en tout cas à toi pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour cet échange, Sandra. Merci à toi. Bonne continuation et j'espère que ce podcast vous à toi et ta communauté, vous plaira et vous intéressera. Et j'en suis certaine. Merci pour ton temps, Jennifer. À très bientôt. À très bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.
Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!